L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Du coup, ça te va si tu discutes avec moi ? Oh oui, aucun problème. Ok, ça fait plaisir. Ça fait pas très longtemps que je t'avais recroisé en live. C'est cool. Comment ça va ? Eh ben, écoute, je vais bien. Je vais très bien. On a des gros événements actuellement. C'est assez amusant. Ouais. J'imagine que t'es bien occupé. Pour les gens qui savent pas, j'en profite. Je te fais un petit peu ta pub. Charles fait beaucoup d'astro amateur. Enfin, je pense même c'est quasiment plus vraiment du niveau amateur à ton niveau, et de l'astrophoto. Donc c'est toujours un plaisir de voir ce que tu fais. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, suivez Charles. Il fait vraiment un travail de grande qualité. Et donc du coup, oui, j'imagine que toi là, t'es super occupé à suivre tout ce qui se passe dans l'actualité spatiale. Alors paradoxalement non, parce que j'ai pas forcément trop le temps. Okay. Je t'avoue que je suis intéressé par voir un jour un alunissage. La NASA annonce une redirection, un live direct en 4K depuis la Lune, au moment où ils sont en train de passer à côté de la Lune, autour de la Lune. Donc ce sera forcément intéressant parce qu'on aura vraiment des images de très haute résolution avec une transmission laser. Mais voilà, moi par contre, ce qui m'a amusé par rapport à cette mission Artemis, c'est de voir qu'est-ce que je peux vérifier par moi-même concernant Artemis. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, toi, tu t'es dit, tiens, c'est l'occasion rêvée de vérifier ce qui est vérifiable par soi-même, d'étudier qu'est-ce qu'on peut vérifier par soi-même. J'imagine que l'idée c'est de se dire, comme ça, je suis pas réduit à croire ce qu'on me dit, c'est ça ? Alors, c'est pas forcément une question de croyance ou pas, parce que la NASA est un organisme qui est quand même sur surveillance de l'État américain et du contribuable américain. Et puis de toute façon, il y a aussi des collaborations internationales. Il faut savoir quand même que le module de service de la capsule a été fabriqué par Airbus Industries et pas mal de collaborateurs européens. Donc en fait, tout le monde a les yeux dessus. S'il y avait vraiment une très grosse conspiration là-dessus, j'ai envie de dire plus c'est gros, plus ça passe. Donc non, c'est pas tellement pour ça. C'est en fait juste pour le challenge technique. D'accord. Ok. Et donc du coup, j'imagine que t'as trouvé des choses que t'as pu ou que tu peux vérifier par toi-même. Exactement. Alors si tu permets, je vais allumer ma caméra. Je vais te montrer un peu ma démarche. Hop là. Alors ça, c'est la première chose. Charles, je suis désolé, je pourrais pas te mettre en grand, donc on verra pas grand-chose. Ah, on pourra pas me mettre en grand ? Ah, c'est problématique ça, parce que vraiment ce que j'ai à te montrer est vraiment exceptionnel. Parce que justement, là, on est sur une démarche, j'ai envie de dire un peu une démarche scientifique, une démarche de méthode scientifique, de me dire est-ce que je peux vérifier ou pas une hypothèse en fait. Et donc j'aimerais vous montrer comment j'ai réfléchi et comment j'en viens à me dire oui, il y a réellement une capsule qui est dans l'espace en train d'aller vers vers la Lune et plusieurs éléments d'observation qui peuvent me permettre d'avoir un niveau de crédence, comme on dit, vraiment élevé quoi. Du coup, là on voit un petit peu en petit. Est-ce que au pire tu peux au moins nous expliquer dans le principe, et sachant qu'après les gens de toute façon peuvent te suivre pour. J'imagine que tu rediffuseras ces images aussi. Oui. Dans le principe, ce que vous voyez là, ici, en fait, c'est photographié par le satellite géostationnaire GOES 19. C'est la fumée du décollage d'Artemis. D'accord. On t'a passé en grand. Merci beaucoup. Donc ça, voilà, ça c'est la fumée du décollage d'Artemis. Donc on peut la voir avec GOES 19, voilà, et on la voit vraiment, et ça correspond à l'heure du décollage, vous voyez. Et on peut la voir avec le GOES 18, qui est l'autre satellite géostationnaire qui couvre la zone. Et donc là, de la même façon, attention, on le voit. Vous voyez, au centre de l'image, on voit apparaître. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est de le photographier avec un télescope,
Donc là, la démarche que j'ai, moi, des photos avec un télescope, vous savez que j'en fais depuis longtemps. Ah non, laisse-moi avant, s'il te plaît, tu vas voir la suite. T'es pas encore prêt. C'est que quand je photographie des astéroïdes, ça me fait un petit point qui se balade en ligne droite. Quand je photographie des satellites géostationnaires, ça me fait des petits traits en ligne droite. Alors le problème, c'est que voilà, tu les vois. Et donc là, c'est des photos de 30 secondes, d'accord, que tu vois. 30 secondes de pause et tu vois des petits traits qui se déplacent comme ça. Et ça sont des satellites géostationnaires. Et on peut les vérifier parce que les données sont connues. Maintenant, j'ai photographié Artemis. Et là-dessus, j'ai plusieurs sites internet et il y en a un qui m'a donné la prédiction de trajectoire sur la base de données qui sont effectivement fournies par la NASA et qui me dit voilà, depuis votre localisation, vous êtes supposé voir ça. Et en fait, la question c'est est-ce que je vais réussir à photographier quelque chose qui fait cette trajectoire qui est en courbe et qui n'est pas en ligne droite. Alors pourquoi est-ce que ça peut se passer en courbe? C'est quand on photographie par exemple la Lune pendant une nuit en suivant les étoiles, on voit un effet de parallaxe qui va nous faire un ralentissement, une réaccélération de la Lune et un effet de vague. Et c'est causé par la rotation de la Terre et notre propre position sur la Terre où on va monter et descendre au fur et à mesure de la nuit. Donc ça c'est une observation que j'ai déjà faite moi concernant la Lune, qui me permet de voir les effets de parallaxe d'observation de la Lune sur une nuit entière, ce qu'on appelle une parallaxe diurne de la Lune. Et en fait le truc c'est que j'ai fait la même chose avec Artemis. Et donc avec Artemis, je vais vous montrer le truc et puis après ça on reviendra un peu plus sur l'entretien épistémique proprement dit. Vous pourrez me poser les questions que vous voulez par rapport à la suite de mon raisonnement si vous voulez. Voilà, c'est ça. Et donc là, vous avez un petit point qui se balade et qui fait une ligne courbe. Et ce petit point, eh bien, c'est la capsule d'Artemis. Et donc là, je l'ai suivi pendant 2h20 à peu près ce matin avec mon télescope. Donc je connaissais la zone sur laquelle j'étais supposé la voir. Et donc j'ai un petit point qui se balade. C'est cohérent par rapport à la prédiction de cette trajectoire apparente, mais et en fait il y a des effets de parallaxe que j'ai jamais vu ailleurs en suivant quelque chose, que ce soit une comète, que ce soit un astéroïde, que ce soit un satellite, quel que soit le type de satellite, j'ai jamais eu ce genre de truc. Et en fait, cette parallaxe, elle est cohérente par rapport à l'orbite de la trajectoire d'Artemis, sa distance et tout ça. Donc ça, c'était la nuit dernière. C'est des pauses d'1 minute. Et j'avais quelque chose de beaucoup plus lumineux la nuit précédente, avec des pauses de 30 secondes, justement, qui me traduisent en fait qu'elle est en train de s'éloigner de nous. Voilà la démarche qui a été la mienne par rapport à cette observation-là. Donc c'est hyper intéressant. Donc du coup, je vais me permettre d'essayer de récapituler un petit peu ce que j'ai compris de ta démarche. Comme ça, on va pouvoir avancer là-dessus. Parce que je trouve que ta démarche, elle a été très intéressante, notamment parce que tu as une certaine maîtrise technique d'outils qui t'ont permis si j'ai bien compris, de tester tes hypothèses véritablement par toi-même. Et donc ça c'est assez intéressant. Donc si j'ai bien compris, en fait tu t'es dit bah voilà, en fait s'il y a bien eu lancement d'une capsule, etc. Moi avec les outils que j'ai à ma disposition et le savoir-faire que j'ai pour faire de l'astrophotographie, je devrais pouvoir faire des observations par moi-même d'un certain nombre de choses, et donc je peux faire l'hypothèse testable, vérifiable que, en fait, soit je dois observer ceci, soit je dois observer cela. Et si j'ai bien compris, tu as fait l'hypothèse que on devrait pouvoir avoir tel type ou tel type d'observation, et tu as été chercher les informations sur la trajectoire de la capsule, du lancement Artemis, etc., pour pouvoir faire des prédictions et les trajectoires habituelles des autres objets que tu as l'habitude de photographier dans l'espace, pour pouvoir vérifier en quoi cet objet-là, il est censé avoir un comportement singulier par rapport aux autres, et donc du coup vérifier par toi-même si effectivement dans tes observations il y a ce comportement singulier qui est photographié quand tu le fais. Est-ce que c'est à peu près ça? J'ai bien compris la démarche. Ah ben c'est complètement ça. Effectivement, la question c'est que j'avais fait des tests il y a quelques semaines de photographier des géostationnaires par exemple, et de me dire est-ce que je peux voir un géostationnaire, il me faut combien de temps de pause pour le voir, d'accord? Et donc si Artemis est beaucoup plus lointaine,
alors qu'elle fait grosso modo à peu près la taille d'un géostationnaire, voire un peu plus petite, parce que c'est surtout la surface des panneaux solaires qui joue. Et bien donc, quelle serait sa luminosité, quel est le temps de pause nécessaire, etc. Tu vois. Donc il y a tout le raisonnement qui est lié aussi à la loi du carré inverse pour la question de la lumière et tout ça. Donc globalement, j'ai posé toutes les hypothèses et j'ai surtout donc si tu veux le programme qui m'a permis de savoir où viser, ce sont des astronomes amateurs qui l'ont développé. D'accord, sur la base effectivement des données orbitales qui sont, enfin de trajectoire. Là, on parle pas vraiment d'orbite, on est sur une injection entre deux astres, mais sur la base des coordonnées de vol d'Artemis, si tu veux, tu as des astronomes amateurs qui ont calculé en disant voilà, on devrait la voir dans tel endroit du ciel et à cet instant-là, et ça devrait faire tel type de trajectoire, quoi. Voilà. Ok, donc juste en fait, j'ai l'impression qu'il y a dans ce que tu as fait, il y a t'ajoutes une nuance ou des subtilités qui sont que tu t'es pas juste contenté de faire une seule prédiction, mais tu t'es dit en fait si cette hypothèse est vraie, je dois avoir tel paramètre, par exemple la luminosité qui doit correspondre à ça, qui doit correspondre aussi au mouvement d'éloignement, tel comportement, trajectoire dans le ciel, etc. Et en plus de ça, tu t'es basé, si j'ai bien compris, pas forcément sur des données uniquement qui seraient fournies par des sources officielles, mais aussi par des amateurs. Ouais, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant de se dire, c'est que certes, t'as la base de données qui a été donnée. Après, derrière, t'as ce programme qui fait les calculs de la zone sur laquelle il faut viser. Et ce que je veux dire, c'est que on pourrait avoir des observateurs à plein d'endroits différents dans le monde qui pourront constater que ça fonctionne. Donc, on n'est pas sur un ballon qui a été envoyé et qui est juste visible depuis la France. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un truc qui est forcément beaucoup plus lointain, en fait. Alors, en fait, ça tombe bien parce que ce que tu évoques, c'est un petit peu la question. C'est relié à la question que j'allais te poser. Parce qu'en fait, on voit que tu as un raisonnement qui est très scientifique. Et de mémoire, quand on fait un raisonnement scientifique, on aime bien envisager les hypothèses explicatives alternatives. Oui. Et donc là, par exemple, tu disais, par exemple, on pourrait postuler que c'est un ballon qui serait visible ou ce genre de choses. Et donc, si j'ai bien compris, tu as essayé dans ton travail d'exclure aussi ces hypothèses. Est-ce qu'il y en avait beaucoup et comment tu les as trouvées? Alors, si tu veux, j'ai déjà suivi des astéroïdes, j'ai déjà suivi des comètes, j'ai déjà suivi j'ai déjà eu des Starlink sur mes photos, j'ai déjà eu l'ISS, j'ai déjà eu des satellites géostationnaires, d'accord. Donc globalement, tous les astres qui se baladent à une vitesse relativement élevée quand on fait des photos comme ça du ciel, et qui sont des trucs en dehors, j'ai envie de dire, de notre atmosphère, je connais leur comportement sur 2 heures. Ensuite, est-ce que ça pourrait être un truc dans notre atmosphère? Mais le truc, c'est que pendant 2 heures et demie, ma visée avec mon télescope, elle s'est déplacée de plus de 30 degrés, même 40 degrés, si tu veux, en azimut, vers l'ouest. Or, tu sais très bien que les vents dominants sont plutôt des vents d'ouest vers l'est. Donc, si c'était un ballon, le problème, c'est que le truc, malgré le grossissement de mon télescope qui est quand même assez élevé, c'est-à-dire que en gros le champ de mon télescope, là, le point que je suis en train de suivre, il tient dans la dimension de la pleine lune, vous voyez. Donc moi, j'ai visé un truc qui fait la taille de la pleine lune, en me décalant de 40 degrés vers l'ouest, et ça a toujours été dedans. Donc c'est pas possible. De mon point de vue, que ce soit genre un ballon qui se balade. Et c'est pas non plus un avion, j'ai pas les clignotements, etc. Vous voyez. J'ai déjà eu des avions, bien évidemment, sur mes prises de vue. Donc en fait, toutes ces hypothèses-là peuvent être exclues de mon point de vue. Ok. Donc c'est intéressant parce que t'as vraiment essayé on voit que t'as vraiment fait un gros travail pour essayer de considérer tous les objets un peu ordinaires ou habituels qu'on est censé pouvoir observer. T'as voulu en fait tu t'es basé sur leur comportement connu que toi tu connais, que t'as étudié. T'as aussi expliqué que si je me souviens bien que t'as toi-même fait des observations diverses de plusieurs satellites, etc. pour t'assurer de leur comportement, pour bien t'assurer que c'était pas la même chose. T'as aussi tenu compte de la météo et des vents dominants habituels, etc. Maintenant, du coup, j'ai une dernière question parce que ça fait en fait déjà un quart d'heure qu'on discute et c'est très intéressant.
moi j'ai particulièrement apprécié cette démarche, on va dire de vérifier, de se dire ok, qu'est-ce que je peux vérifier par moi-même. Je trouve ça assez original. Et du coup, la question que je me pose un petit peu, c'est est-ce qu'il y aurait quelque chose où si jamais tu devais changer d'avis sur cette question, c'est quoi qui serait susceptible de te faire changer d'avis? Quel genre de truc tu pourrais découvrir qui te ferait te dire ah, en fait, même mes observations, même ma démarche, toute la démarche aussi rigoureuse que j'ai pu mettre en place, en fait là peut-être que il y a une erreur. Bah, tu sais, mon observation, moi, je vais la soumettre à la communauté des astronomes amateurs, donc on verra ce qu'ils vont me dire. Bien évidemment, hein, toute personne qui fait une telle expérimentation, etc. Bah voilà, on peut éventuellement se tromper. Maintenant, voilà, moi, je suis ouvert à ce qu'on me dise que je me sois planté, mais la question, c'est qu'est-ce que j'ai visé dans ce cas-là? Qu'est-ce que j'ai vu? D'accord. Ouais. En fait, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette réponse. C'est que du coup, si j'ai bien compris. En fait, ce que tu dis, c'est que, en fait, t'es tout à fait prêt à te dire que ce que t'as observé n'est pas ce que tu penses avoir observé, et le moyen que tu penses pouvoir, qui peut exister pour que tu puisses te rendre compte de ça, c'est est-ce que les autres astronomes partout dans le monde qui auraient fait des observations, qui auraient voulu tester la même hypothèse ou qui eux observaient aussi, ont des observations cohérentes avec les miennes, et si c'est pas le cas, alors ça veut dire que peut-être t'as pas observé ce que tu pensais observer, et tu te poserais la question, qu'est-ce que j'ai observé? C'est bien ça? Bah voilà, mais je vais être très honnête, je vois pas trop, voilà quoi, je vois pas trop le truc quoi. Non mais c'est intéressant, c'est que moi je trouve que c'est intéressant parce que ça veut dire que t'as quand même au moins une possibilité que en fait tes observations soient contredites. Et il se trouve que c'est la communauté des autres astronomes amateurs qui pourrait oui, après ça peut être aussi des professionnels qui pourraient me faire des remarques si tu veux. Mais tu vois, en tant qu'astronome amateur, tu débutes, t'as des images qui sont assez moyennes et tout, puis t'en as d'autres qui vont te dire attends, t'as tel réglage sur ton télescope qui est très moyen, tu devrais faire ça, tu devrais faire ci, etc. Et puis tu t'améliores. Quand je vois les premières photos que je faisais et ce que je fais aujourd'hui après quelques années de pratique, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, la question de demander à ses pairs vas-y, dis-moi ce que tu en penses, qu'est-ce que je peux améliorer, etc. machin, voilà. Et puis peut-être qu'il va y avoir d'autres astronomes amateurs, parce que là pour le moment j'ai pas encore regardé, qui ont fait aussi le même type d'observation au même moment que moi ou ces jours-ci, parce que je pense que je ne suis pas le seul à tenter l'expérience. Ok, très intéressant. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont ce qu'on appelle des questions à emporter. J'ai une petite crotte de nez à emporter pour Charles. Charles, comment sais-tu que l'image que tu vois dans ton télescope n'est pas à l'envers? C'est très simple. C'est juste que on fait ce qu'on appelle une astrométrie, c'est-à-dire une reconnaissance des étoiles et de la zone du ciel que j'ai visée, et ça m'indique l'orientation du capteur et l'orientation de la photo dans les coordonnées équatoriales. Merci. Et je peux le vérifier après sur une carte des étoiles, il n'y a pas de problème. Il faut juste des cartes extrêmement détaillées, mais oui. Moi aussi, j'aurais une question, Charles. Vas-y. Déjà, bonjour, parce que je t'ai pas dit bonjour en arrivant. Est-ce que en fait, elle est un peu à tiroir, mais de toute façon. Est-ce que, à ta connaissance, il y a eu ce genre d'observation ou des observations similaires lors de l'alunissage en 69, les as-tu étudiés et t'en es-tu inspiré pour faire tes propres... Enfin, déjà, si tu les as étudiés, qu'en as-tu pensé et les as-tu utilisés pour mettre sur point ton protocole? Alors j'en ai pas connaissance de l'époque, pour la très bonne et simple raison qu'à l'époque les pellicules argentiques étaient beaucoup moins sensibles que les capteurs qu'on a aujourd'hui. Ça a vraiment rien à voir. Le niveau de sensibilité qu'on a aujourd'hui est démentiel en comparaison. Par contre, effectivement, avant même que moi je tente de photographier Artemis, il y a un autre astronome amateur qui avait déjà photographié Artemis avant moi. D'accord. Et globalement, tu sais, j'avais des astronomes amateurs qui ont photographié des trucs divers et variés comme ça. Il y en a eu d'autres. Voilà.
Ok. Eh ben, merci Charles. Merci à vous tous. Je sais pas si Mel ou Terra ont des questions. Oui, avec plaisir. Moi, j'en ai une, mais qui sort un peu du cadre. Que penserait le véritable Charles Messier de la mission Artemis aujourd'hui? Il serait fou de joie. C'est clair. Et puis il dirait mais oui, je veux faire des photos avec le James Webb, je veux faire des photos avec le VLT et tout ça. Il serait fou de joie. C'est vrai qu'on n'est pas conscient, il faut juste le répéter. Charles Messier, il utilisait une lunette de 70 mm de diamètre, puis ensuite un télescope de 100 et quelques millimètres de diamètre. Aujourd'hui, ça coûte 200 balles. Un truc comme ça. Voilà. Et c'est même meilleur aujourd'hui pour 250 balles que ce qu'il avait à l'époque. Donc oui, il serait fou de joie. Et moi, je n'ai pas de questions parce que je continue ma course et d'ici une trentaine de minutes, je vous rejoins. Bon, bah voilà. Merci. Juste Charles, oui, dernière petite question. Avant, j'ai une question, ou elle sera peut-être après. Est-ce que Charles, tu vas faire un live comme t'en as fait sur les éruptions solaires? Je me souviens de live comme ça en direct, ou est-ce que tu prévois ça ou pas? Alors, observer Artemis en direct, vu que c'est à 3h30 du matin, c'est très moyen. Et c'est pas spectaculaire, hein, parce que c'est des photos. Là, la nuit prochaine, je vais plus être sur des pauses d'1 minute, je vais être sur des pauses de 2 minutes, hein, parce que elle diminue en luminosité, hein, ça devient chaud. Mais ouais, je ferai de toute façon un live vraiment de réanalyse de toutes les photos. On va calculer les distances, on va essayer de voir pour calculer les parallaxes avec d'autres astronomes amateurs, etc. Et on va essayer de décortiquer les observations. Là, si vous voulez, en gros, on m'a dit. On a eu des modélisations qui m'ont dit voilà où observer, j'observe, je vois un truc qui correspond, mais maintenant faut essayer de beaucoup plus comprendre toute la dynamique tridimensionnelle des trajectoires et des effets de parallaxe. Donc je ferai bien évidemment je ferai bien évidemment un travail de réanalyse globale de l'ensemble de mes observations par rapport à tout ça, ouais. Ok. Bah merci, j'espère que je le louperai pas. Ok. Juste dernière question, Charles, c'est une question un peu traditionnelle, un peu habituelle qu'on pose à toutes les personnes qui passent discuter avec nous. Comment ça s'est passé cet échange avec moi? Oh bah c'est toujours un plaisir. c'est toujours un plaisir. Voilà, après bon. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a quelque chose ou une question ou quelque chose que tu aurais aimé que je te pose ou quelque chose que tu aurais aimé que je fasse mieux? Alors, je dirais que on parle beaucoup de méthodes scientifiques. On entend des lives qui prétendent parler de méthodes scientifiques, mais qui appliquent jamais et qui ne vérifient même pas les sources. Bien évidemment, on n'avait pas le temps de tout appliquer en détail. Mais je serais vraiment intéressé, avec des personnes comme Georges, avec Place de l'Étoile ou autres, qu'on fasse vraiment un détail de toute la méthode scientifique, étape par étape, et vraiment cocher toutes les cases. Vous voyez? Oui, voilà. C'est vrai que là, pour le coup, on n'avait pas le temps. Pour le coup, le format de notre live ici ne permet pas de déployer complètement le détail de toute la méthode scientifique, et de toute la méthodologie, même que toi, tu as appliqué là. Mais c'est effectivement, c'est intéressant. Et s'il y a des gens qui sont intéressés et qui ne te connaissent pas dans le chat, suivez Charles. J'imagine qu'il y aura des lives qui détaillent encore plus. On aura de temps en temps, ouais. Je peux te demander une dernière faveur quand même? Je t'en prie. Tu m'avais mis en petit quand je vous ai montré l'animation proprement dite. Ouais, Charles. Du coup, vous n'avez pas bien vu. Énormément. Charles, ouais, Charles. 10 secondes. Il y a énormément de personnes qui attendent et qui sont très très patientes. On va les respecter aussi, puis on va faire tourner un peu la parole, Charles. Je suis désolé. Bon. Allez, je vous embrasse. Merci à tous. Des bisous. Merci beaucoup.